Saint-Midi reçoit aujourd'hui sur son plateau un homme sévèrement affligé. Kobon Yapo Justin est âgé de 45 ans, instituteur ordinaire, père de 6 enfants et originaire d'Akoupé, département de la région de la Mé au sud-est de la Côte d'Ivoire. Il fait un cursus scolaire sans faute jusqu'à la classe de la terminale au collège Saint-Louis de Yopougon, où il obtient le baccalauréat série D. Après 2 ans de cours du soir à l'université, il décide de passer le concours du CAFOP auquel il est admis en 1999. Il va suivre une formation au CAFOP supérieur d'Odiéné pour 2 ans. Ensuite, il est affecté à Daloa en 2001 pour exercer à l'école primaire publique Garayo, puis à Abidjan à l'école EPP Sikoji 5C en 2005. En 2007, il se retrouve à Boaké, là où débutera son calvaire. Découvrons la suite de son histoire avec Jean-Michel Onet. Voilà, merci beaucoup à notre chère Espérance. Bonjour Monsieur Kobon Justin. Bonjour. Merci d'être venu témoigner sur le plateau de Saint-Midi. Votre histoire est celle de milliers de fonctionnaires ivoiriens. Nous espérons qu'au terme de votre passage, voilà, liberté il y aura, solution aussi et bonne indication surtout. En 2001, ce sont des dates importantes pour résumer votre histoire, placer, situer le décor. En 2001, vous avez commencé à exercer en tant qu'instituteur. Le 30 novembre 2011, vous avez été suspendu de la fonction publique parce que considéré comme un fonctionnaire fictif. Et ça, c'est le résultat de l'absence à votre poste due à la maladie. Maladie que vous avez contractée en 2010. Donc de 2010 à 2011, vous êtes retrouvé invalide suite à une tuberculose. Dieu merci, vous en êtes définitivement guéri. Donc pour enchaîner, vous avez passé 2 ans sans salaire avant d'être rétabli en 2013. C'est une situation qui a été difficilement vécue par vous et votre famille et qui a coûté aussi la vie de votre femme, de votre épouse en février 2012 parce que vous n'aviez pas les moyens de la soigner. Déjà, désolé pour ce qui vous est arrivé. Et ça vous a aussi poussé à emprunter jusqu'à 17 fois auprès d'usuriers. Et les usuriers dont nous parlons ici, ce sont des maisons de crédit, je précise, illégales. Vous êtes aujourd'hui un fonctionnaire surendetté qui ne vit pas, mais qui, disons, survit et, au quotidien. Pour revenir aux faits, Monsieur Kobon Justin, dans quelles circonstances avez-vous été suspendu de la fonction publique? Merci, monsieur le journaliste. Je dis d'abord merci pour cette plage horaire que la RTI m'accorde. Ainsi aussi, merci. Et je salue vraiment de façon différente l'ONG EFATSI qui m'a fait cette grâce de pouvoir passer à l'émission. Pour répondre à votre question, j'étais d'abord malade et sous cette pression, j'étais revenu sur Abidjan où j'étais mis à la disposition de mon DRH, c'est-à-dire de mon ministère, et je devais suivre mes soins de santé. Et en ce moment-là, il était question que le ministre d'Antan avait lancé le processus de recensement de tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Et je n'avais pas un poste de travail puisque j'étais malade, invalide. Et c'est à cela que j'ai été victime de la suspension. D'accord. Est-ce que vous avez suivi la procédure en cas de maladie pour un fonctionnaire? Est-ce que vous êtes passé par le conseil de santé, tout ça? Effectivement, les documents sont là pour l'attester. Et même aujourd'hui, je suis fier de le dire parce que depuis la démarche jusqu'au ministère, j'ai tous les documents. Mais bien après ça, j'ai été suspendu. Et vous avez dû batailler pendant 2 ans avant d'être rétabli? Oui, effectivement. Et c'est au cours de cette bataille-là que j'étais tenu de contracter des prêts avec les usuriers, puisque je n'avais plus personne pour me soutenir et il fallait que justice soit faite. Je savais que j'étais en marge d'une injustice et que j'avais tenu à ce que je puisse faire les différentes démarches pour entrer dans cette justice-là, pour me rétablir dans mes fonctions. D'accord. Une question. Comment vous justifiez cette suspension? Pour vous, qu'est-ce qui a entraîné la suspension? Et pourquoi? Vous avez cherché à comprendre? Bien, effectivement, j'étais malade. Et pour tout fonctionnaire de Côte d'Ivoire qui est malade, une démarche administrative à suivre, c'est de passer à la démos qui traduit à ton ministère de tutelle. Et c'est maintenant au ministère de tutelle de te mettre sous sa couverture. Et en ce moment-là, il était question que je sois véritablement dans la couverture administrative. Mais le ministre d'Antan avait demandé que tous les fonctionnaires qui n'étaient pas un poste de travail, qu'ils soient en exercice ou pas, pourvu qu'ils ne
sont pas un poste de travail soient suspendus d'abord, parce qu'ils étaient considérés comme des fonctionnaires fictifs. Il y avait une lumière qu'on voulait élever un équivoque. Et c'est à ce titre-là que j'ai occupé de cette sanction. D'accord, ok. 2 années difficiles sans salaire, puisque suspendu de la fonction publique, vous cherchez à obtenir justice avec tous vos documents à l'appui. Heureusement, ça se finit bien en 2013, puisque c'est en 2013 que vous avez été réintégré. Donc depuis 2014, vous êtes enseignant. Oui. J'ai servi, après ça, j'ai servi à Lakota. Et de Lakota, je suis venu maintenant à Niamandou. Ok, c'est compris. Bon, on va revenir maintenant sur ces 2 années-là. Ces 2 années très pressantes sur le plan financier. Vous avez été obligé, parce que vous n'aviez pas d'argent, pas de salaire, d'emprunter. Alors vous avez emprunté auprès de ceux que nous appelons à Abidjan les margouillas. Et là, il y a ceux qui fonctionnent individuellement et puis il y a ceux qui fonctionnent sous forme de maison de crédit. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers une maison de crédit? Comment vous avez été attiré vers cette structure? Merci bien. Et effectivement, pour avoir droit à un emprunt en tant que fonctionnaire, il faut avoir une garantie. Et je n'avais pas de garantie puisque je n'étais pas salarié. Mais en tout cas, je sortais un jour de la solde, de la direction de la solde, et un usurier m'a abordé, disant que vraiment, monsieur, si vous avez un souci, je suis vraiment à mesure de vous aider. Je ne pouvais pas croire, puisque effectivement, je sortais d'une désillusion mentale. Il était question que véritablement j'ai un peu de sous pour rentrer à mon poste, puisque je faisais la navette. Et c'est comme ça qu'il m'a amené. Vous faisiez la navette entre Lakota et Abidjan. Abidjan. Voilà. Puisque dans la suspension, on m'a fait affecter à Lakota pour reprendre le service afin que je ne sois vraiment rétabli dans mes droits. Mais ça n'a pas été le cas. 6 mois après, mes collègues qui étaient dans la même situation ont été rétablis, mais moi, je suis allé jusqu'à 2 ans. Donc vous continuez d'aller d'enseigner, mais vous n'étiez pas payé. Voilà. Et vous deviez faire des allers-retours sur Abidjan pour la paperasserie, les dossiers administratifs. Tout à fait. Pour être rétabli. D'accord. Alors donc ce margouillat, cet usurier, vient vers vous, il vous dit, si vous avez des problèmes, moi je peux vous aider. Alors qu'est-ce qu'il vous propose? Voilà. Il me dit, bon, en fait, tu n'as pas de garantie, mais ce que je peux faire, je peux te trouver de l'argent, 50 000, que tu vas prendre. Mais ces 50 000-là, ça va te faire valoir une garantie que tu vas signer au niveau de certaines maisons de vente de produits électroménagers. Il m'a conduit là-bas, on a signé reconnaissance de dette et il a fait échéancer ça sur un certain temps. Et c'est comme ça qu'il m'a donné les 50 000. Mais en contrepartie, le remboursement n'était pas à 50 000. C'était en tout cas de l'argent que j'avais pris parce que c'était des appareils que je devais payer en échange, qui m'ont valu d'une valeur de 900 000. Une question qui me brûle les lèvres, s'il te plaît. Je ne peux pas comprendre. Vous avez un problème de 50 000 francs CFA et vous ne pouvez pas vous tourner vers des personnes que vous connaissez bien et qui vous connaissent et vous préférez dans la rue comme ça emprunter 50 000 francs à un inconnu et de surcroît qui est appelé margouillat. On connaît leur réputation. Ça ne vous a pas effrayé, ça? Bien, en fait, cher papa, c'est à la question que je m'attendais. Vous savez, je suis ici d'une famille très modeste. Je n'ai plus personne parce que je suis le seul. Et j'ai scolarisé tous mes petits frères en ce temps-là. Et le poids de ces charges-là m'ont amené à aller sur Boaké pour pouvoir refaire ma vie. Mais malheureusement, quand la suspension est venue, je n'avais plus personne pour m'épauler. Donc, je devais à tout prix... Même pas un oncle, même pas un frère, personne. Un ami, un collègue qui pourrait vous donner un coup. Oui, mais effectivement, j'ai toujours des parents. Et les parents sont là. Ils peuvent en témoigner. Si j'avais cette possibilité... C'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens de vous aider? Il n'y en avait pas. Vous n'avez pas non plus, parce que vous êtes fonctionnaire, vous êtes, je veux dire, de façon bancaire éligible. Est-ce que vous avez approché votre gestionnaire, votre banque, pour obtenir un crédit? C'est ce que je disais, j'étais déjà suspendu. Donc, je n'avais plus cette... Vous n'avez pas expliqué votre situation à la banque? Si, la banque savait. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Bon, la banque a dit, mais quand le salaire sera rétabli, tu peux venir vers nous. Voilà. Parce qu'on ne savait pas quand est-ce que cette suspension allait durer. D'accord, ok. Alors, on n'est pas là pour vous juger. Hein. Chacun a ses difficultés à des étapes différentes. Jean-Michel, dans l'introduction, nous a dit que vous avez pris jusqu'à 17 crédits. Tout à fait. À un moment et de façon raisonnable. Vous êtes un instituteur. Vous n'êtes pas dit qu'il fallait arrêter là, à un moment donné?
Bien, madame, je le dis tantôt parce que, administrativement parlant, je reconnaissais que la suspension que j'écopais était illégale. Et quelque part, il était question que je fasse la lumière là-dessus. Non, la suspension n'était peut-être pas illégale, mais on va dire oui, injuste. Injuste, oui. Le temps n'est pas illégal, parce qu'il y a une raison officielle. Voilà. Puisque je vais expliquer un peu, ouvrir un peu une lucarne pour dire qu'en ce temps-là, mes collègues et mes amis qui étaient suspendus comme moi avaient bénéficié 6 mois après. D'accord, ça, on l'a bien compris, cher monsieur. Mais lorsque vous allez contracter auprès d'un margouillat, de cette maison de crédit illégale, vous contractez pour 50 000 francs. Ils vous proposent, ils vous font signer une reconnaissance de dette avec, j'imagine, une photocopie de votre pièce d'identité. Tout à fait. Voilà, et derrière, vous devez leur rembourser 900 000 francs. Tout à fait. Bon, c'est le prix d'un réfrigérateur. C'est ça. Ouais, d'après les papiers que vous avez signés. 50 000 francs pour 900 000 francs. Vous voyez l'écart? Vous le faites une première fois. Vous êtes instituteur, c'est-à-dire que vous savez calculer, vous savez réfléchir, vous avez une certaine approche du monde. Vous le faites une première fois, vous allez encore une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à 17 crédits comme ça auprès de plusieurs, je pense que vous avez fait auprès de plusieurs maisons de crédit. Ça fait trop. Ce sont des millions que vous allez finalement devoir. Je veux dire, pourquoi vous ne vous arrêtez pas à un moment donné pour dire non, je ne peux pas continuer, sinon je risque de me retrouver, pourquoi pas, peut-être en prison un jour. Merci, merci. En fait, comme je le dis, je ne pouvais pas rester silencieux devant cette injustice-là. Et chaque fois, on m'interpellait de venir fournir les preuves de mon innocence. Donc, toute fois que j'arrivais à Abidjan, pour repartir, il fallait que je me trouve de l'argent. Et avec qui avoir cet emprunt-là? Puisque je n'avais plus de conditions de crédibilité envers qui que ce soit. Mais il fallait que je sauve ma fonction. J'étais tenu d'aller vers ces maisons-là. Bien même que je savais que, en tout cas, j'encourais vraiment un grand danger. Donc vous estimez que vous n'aviez pas le choix? Je n'avais pas le choix. D'accord. OK. Nous allons maintenant prendre des questions de nos chers téléspectateurs qui réagissent sur les réseaux sociaux grâce à Paulus Agathon, que nous retrouvons tout de suite. Michel, on va juste aller pour un message et il provient de la page Facebook C'est Midi que j'invite les téléspectateurs et les internautes à liker pour nous faire parvenir leurs différents messages. Et le message qui va nous intéresser ici, c'est celui de Srang Pawa Srang, voilà. Il dit, un usurier, en général, tant que tu n'as pas fini de payer son argent, il ne te donne pas ta carte bancaire qui est affiliée à un seul compte alimenté par l'État pour ta paie. Et comment ça se fait que vous avez pu réussir à convaincre jusqu'à 17 margouillas pour des prêts? C'est une très belle question, d'ailleurs. Et effectivement, cette suspension était destinée aux fonctionnaires fictifs. Et le fonctionnaire fictif plutôt, et il était question que les usuriers eux-mêmes, qui savaient que dans la légalité, j'étais dans la possibilité d'être acheté par mon salaire, eux-mêmes, avec leur propre vérification, ont dit, monsieur, vous serez à tout juste prêt, vous allez avoir votre salaire, donc on peut s'engager à vous être redevable. Et c'est en cela qu'ils avaient cette confiance de toujours pouvoir me... Donc vous n'avez pas eu besoin de leur donner une carte bancaire? Non, non, non. Rien que... Moi, c'était par les maisons de crédit. Moi, je n'avais pas de carte bancaire. Oui, vous voulez poser une question? La plus grosse somme qu'on vous a prêtée, c'était combien? La plus grosse somme, c'est 250 000. Et vous devez rembourser combien derrière? 1 800 000. D'accord. Alors, donc, là, vous avez emprunté 17 fois. Lorsque vous faites la somme de tout ce que vous deviez sur chaque emprunt, la première fois, c'était 50 000 et vous deviez 900 000. Bon, là, on a un cas où vous avez emprunté 250 000 francs et vous deviez rembourser 1 250 000 francs. Le total de tout ce que vous deviez aux usuriers, une fois calcul fait, ça vous revenait à combien de millions? Je n'ai jamais cherché à faire ce calcul parce que pour moi, je me dis que chaque fois que le salaire est viré, et en contrepartie, ils prennent leur partition. Mais vous devez suivre en tant que gestionnaire de votre, argent. Oui, j'ai fait le tirage de mes bulletins. Et c'est en cela même que je me suis plaint même une fois où je suis allé à la direction de la sorte pour dire que je reconnais quand même avoir contracté un certain prêt, mais en ce qui concerne la durée du contrat et la détermination du quantum me paraît un peu vraiment indéfini. De me fournir les documents pour justifier et que je leur dois encore. Ils m'ont dit... On a des documents qui affichent à l'antenne de la direction de la solde. Oui. Allez-y. Voilà. Et ils m'ont dit, monsieur, en fait, allez vers ces différentes maisons-là. Ce sont ceux qui ont habilité à vous fournir les documents. Mais quand je suis allé vers d'autres maisons, je les ai reconnus, je les ai vus, je les ai trouvés. Ils m'ont donné des documents qui attestaient qu'effectivement, je ne dois plus être prélevé.
Et je suis venu avec ce document-là au niveau de la sorte pour qu'au niveau de ces 2 maisons-là, on puisse me les retirer. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas très bien, c'est que comment se fait-il que la direction de la solde continue de vous prélever de l'argent sur votre salaire, alors que dans le contrat que vous avez avec les Margouillas, à une certaine date, il devrait être stoppé. Oui. Je veux dire, comment on en arrive là? Bien, en fait, comme je tire le bulletin, maintenant, je n'ai pas foi de ce que le prélèvement puisse être continuel. Sur une maison de crédit, par exemple. Donc, je m'adresse à la maison de crédit, je vais là-bas, ils vérifient à l'ordinateur, et à l'ordinateur, ils me disent, monsieur, réellement, vous ne devez plus être prélevé. Alors qu'au niveau de la direction de la sorte, le prélèvement est toujours en cours. C'est quand je reviens sur ce document qu'on me dit, monsieur, effectivement, c'était une erreur, donc vous n'avez plus droit à être prélevé par rapport à cette maison de crédit. Bon, on va partir sur les chiffres. Excusez-moi pour la question. Est-ce qu'on peut avoir une idée de votre salaire? Oui, j'ai un salaire de près de 400 000. Près de 400 000, d'accord. Depuis que vous avez été rétabli à la fonction publique, combien vous êtes prélevé par mois pour rembourser tous ces crédits que vous avez pris? Oui, le hic aussi est qu'à certains mois, c'est variable. Même, je peux même dire, à 1 mois de ma suspension, après que je sois rétabli, j'ai eu un salaire viré de 14 000 francs sur le bulletin. Parce que les maisons de crédit... Sur 400 000 francs que vous devez avoir, on vous reverse à la fin du mois 14 000 francs. 14 000. Mais non, d'accord. On va... Parce qu'en fait, je fais cette réaction parce que je crois qu'en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, il y a ce qu'on appelle la quotité cessible, voilà, qui n'autorise qu'un prélèvement d'1 tiers de votre salaire quand vous avez des remboursements à faire. Et vous, on vous prélève, pour quelqu'un qui a 400 000 francs, on vous prélève jusqu'à vous laisser seulement que 14 000 francs dans votre compte. Oui, effectivement, il y a eu un décret. Ok. Vous savez ce qu'on va faire? On va revenir après la pause publicitaire pour continuer d'en parler. Et on aura aussi un autre invité surprise sur ce plateau. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. C'est midi en direct sur RT1, nous sommes en retour de pub. Bonne dégustation si vous nous suivez, si vous êtes à table en ce moment. Nous avons comme invité aujourd'hui Monsieur Cobon Justin qui, disons, a contracté jusqu'à 17, enfin emprunté 17 fois ou contracté jusqu'à 17 crédits auprès d'usuriers qui croulent aujourd'hui sous le poids de cette situation. Il nous raconte son histoire depuis le début de cette émission. La suite des détails maintenant en plateau. Monsieur Cobon Justin, quelle est votre situation aujourd'hui? Je peux dire que je survis, je vis le jour et vraiment je bénis Dieu. C'est Dieu qui me donne cette force. D'accord. Alors, petite lueur de... Enfin, les prélèvements continuent sur votre salaire? Effectivement. Actuellement, je suis à 10 prélèvements maintenant, qui continuent toujours. Donc, sur 17 crédits que vous avez contractés, il vous reste 10 à payer. D'accord. Ok. Excuse-moi, depuis là, je n'interviens pas. Je suis en train de suivre le débat. En tant que fonctionnaire, j'ai vécu ça aussi. Au fait, je vais vous dire... En tant que pseudo-fonctionnaire. Et tout à l'heure, quand il va parler des 17, de 50 000, 900 000 pour 50 000, il y a rien qui criait dans le public. J'ai dit, il faut être dedans pour comprendre. Jean-Michel, vous êtes un grand animateur, un grand présentateur. À un moment donné, vous avez des difficultés même pour le poser. Tellement vous ne comprenez pas, vous avez dit... Vous étiez dépassé. J'ai dit, je reviens sur ce que j'ai dit pendant ma chronique, il faut assainir. Je vous dis une chose, ce ne sont pas des difficultés à poser des questions. Tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas dedans. C'est pas ton milieu. Mais vous ne me laissez pas parler, monsieur. Non, excusez-moi, je suis dans le feu de l'action. Laissez-moi vous dire qu'il faut assainir ce milieu. Ce que je veux dire aux Ivoiriens, de faire très très attention aux abords des banques. Et souvent, le monsieur qui est là, souvent, mais il ne comprend pas. C'est mystique même parfois. Souvent, ces gens-là, quand tu le croises, tu es mort. D'accord, j'ai bien compris. Merci beaucoup. Tu le croises, tu es mort. Je sais de quoi je parle. On a compris votre point. Merci beaucoup, docteur Philo. Alors, il y a 6 mois, monsieur Cobon Justin, vous avez rencontré monsieur Nguessan Kwa, qui est professeur des lycées, qui a été lui aussi, disons-le, victime
du système d'usurier en 1995. C'est seulement en 2001 qu'il a réussi à sortir de cette situation après avoir rencontré un magistrat. Mesdames et messieurs, veuillons le recevoir avec des applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Nguessan-Kwa, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors suite parce que vous avez été aussi victime de cette même situation. Bien sûr. Voilà, vous avez créé une ONG qui s'appelle, en 2005, qui s'appelle l'EFADSI, qui signifie Entraide des fonctionnaires, agents de l'État et assimilés en difficulté de Côte d'Ivoire. Et tout ça, c'était pour aider aussi vos collègues qui se retrouvent dans la même situation. Alors monsieur Nguessan-Kwa, est-ce que dans votre structure, vous êtes aidé par des hommes de loi? Bien sûr. Nous avons créé la structure avec l'appui d'un haut magistrat que je voulais saluer ici. Et c'est avec lui, avec son appui, ses conseils, que nous avons créé cette organisation qui est l'ONG FAR Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, je vais revenir sur ces statistiques. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a 45 000 fonctionnaires qui sont précomptés à la solde. Il y a 39 000 enseignants qui sont surendettés auprès d'usuriers et qui sont presque en cessation de service. Alors, vous qui êtes habitué à ces cas, à traiter ces dossiers-là, qu'est-ce qui amène en général les fonctionnaires à aller auprès des usuriers ou des margouillards? Ce qui amène... Avec tous les risques que ça présente. Oui, avec tous les risques, mais ce qui amène les fonctionnaires à aller auprès des margouillards, c'est surtout les difficultés du moment. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand vous êtes un citoyen lambda, que vous n'êtes plus éligible à la banque, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de prêt à la banque, il n'y a aucune structure légale qui existe qui puisse vous venir en aide. Il n'y a même pas des fonds de solidarité? Non, il n'y en a pas. La solidarité, c'est autre chose. Il n'y en a même pas. Il n'y a aucune solidarité d'ailleurs. Donc, la seule structure légale, illégale, malheureusement, la seule structure illégale qui existe et vers laquelle vous pouvez aller, c'est les usuriers ou margouillards. Et là encore, c'est grave. Lorsque vous allez là-bas, ne serait-ce que pour une seule fois, c'est que vous êtes condamné à mort. Voilà. Vous en avez fait les frais. Vous avez commencé avec... Oui, moi vous avez emprunté fait... 200 000 et vous deviez payer derrière 300 000. Un usurier m'a donné 200 000. Au moment où j'étais en très grave difficulté, j'ai compris tout à l'heure, je suivais, j'ai vu que certaines personnes s'offusquent devant le cas de Cobon qui est là. Mais quand vous avez vécu ça, comme l'a dit l'instituteur de Blanc-Rien qui est là, le pseudo-instituteur, il sait ce que c'est. Donc quand vous avez vécu ça, comme moi, j'étais dans ce cas-là, ce que j'ai vécu, c'est dramatique. Et j'ai donc contracté 200 000 francs. Un usurier m'a donné 200 000. Il est encore là d'ailleurs, Dieu merci. Nous allons nous voir bientôt parce que maintenant je suis très puissant. J'ai une structure qui combat le système et je vais le combattre. Alors moi j'ai pris 200 000. On va aller rapidement sur... 200 000, je suis professeur accroché, mon salaire c'est 141 000. J'ai pris 200 000. Ça veut dire qu'à la fin du mois, je ne peux pas avoir 200 000 dans mon compte. Il m'a dit, bon, tu me rembourses 300 000 à la fin du même mois. Souvenez-vous, j'ai pris le prêt un 20 décembre. Et à la fin du mois du même décembre, là, 20 décembre 95, à la fin du mois, quand le salaire virait, il devait prendre, puisqu'il avait ma carte, lui prendre 300 000 francs. Sur votre compte? Sur mon compte. Alors quand il va... Alors que j'ai 141 000. Donc, ce n'était pas possible. Donc, quand il est parti, il a eu 100 000. Mais moi, 100 000 là, ce sont mes revenus. Vous n'avez plus rien? Je n'ai rien. Je suis allé le voir. Il m'a donné 50 000. Vous êtes allé le voir encore pour emprunter? Oui, mais il a pris mes 100 000. C'est vrai, c'est un cercle vicieux. Alors, justement, vous avez trouvé le mot, c'est un cercle vicieux. Vous rentrez dans un bourbier de surendettement et ne vous pouvez pas vous en sortir. Et vous avez beaucoup La peiné. seule porte de sortie, c'est la mort. D'accord. Bon, ce qu'il faut dire aussi sur le cas de notre invité, M. Cobon, Justin, vous avez failli vous suicider. Oui. C'est ce que vous avez confié à M. Kwa. Et vous lui avez dit, heureusement que je vous ai rencontré, sinon je me serais suicidé. Effectivement. Alors comment vous l'aidez aujourd'hui à sortir de ces difficultés? D'abord, je l'appuie de façon psychologique et morale. C'est-à-dire à chaque fois je l'appelle pour l'encourager et pour lui démontrer qu'on va régler son problème. Et je lui fais toutes les démonstrations. Si vous voyez que
je vous remercie. Hein, là. Si nous sommes là pour parler du cas de Cobon, je sais qu'au sortir d'ici, on va nous aider à accélérer la solution pour lui. Il a été grugé, non seulement par les usuriers, mais au niveau de sa banque même, il y a des complicités internes qui ont aidé les usuriers à le gruger. Ça existe. Vous assumez vos propres je termes. l'assume. Nous, on n'a pas enquêté sur l'affaire. Je m'en satisfais. Les preuves sont dedans. Mais si ça se trouve que c'est vrai, franchement, c'est l'occasion de pourquoi pas d'engager un vrai débat sur la situation de ces fonctionnaires. Vous souffrez énormément, messieurs. Donc je crois que la RTI fait ce qu'elle peut aujourd'hui à travers cette émission. Oui, et je voulais vous remercier. Remercier avec vous, le directeur général de la RTI, qui nous offre même l'opportunité. Nous étions samedi dernier à Radio Côte d'Ivoire, c'est RTI. Aujourd'hui, nous sommes là. Je pense que ça commence à venir. On est à vos côtés, ne vous Depuis inquiétez 2005, c'est la première fois, en tout cas, c'est cette année, que nous sommes en train de parler de ce phénomène. Or, nous sommes condamnés à parler de ce phénomène pour que quelque chose soit fait. D'accord. Alors est-ce que vous ne pensez pas, c'est une question, hein, est-ce que vous ne pensez pas que les fonctionnaires qui se retrouvent dans ces situations-là, ils tombent parce qu'il y a peut-être un problème de gestion de leurs finances, la capacité à bien gérer ses finances? Est-ce qu'il n'y en a pas qui vivent au-dessus de leurs moyens? Est-ce que Oui, les raisons sont multiples. Vous savez, qu'est-ce qu'on ne ferait pas devant les difficultés? Mais je dis, c'est vrai, si nous voulons rechercher les causes, c'est pour ça que quand vous parliez tout à l'heure d'un débat, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, ça ne suffit pas de parler du problème usuraire. Tellement ce problème cause des désastres énormes au plan social, au plan financier. Les usuriers sont des fossoyeurs de l'État. Voilà des gens qui ne payent ni impôts, ni taxes, qui ont un chiffre d'affaires d'environ 12 milliards par mois. Prenez simplement un simple calcul mathématique. D'où vous tenez ces chiffres? Mais j'ai mené une étude en 2007. Et je voulais... D'accord. En 2007, j'ai mené une étude. Sur ce sujet-là. Sur ce sujet. Et je dis, paix à son âme, le président Charles Kofi Dibi était alors ministre de l'économie et des finances auprès du Premier ministre. Il a dû prendre une mesure immédiatement. Il a pris un arrêté que j'ai ici. Donc vous comprenez que c'est un vrai débat qu'il faut mener. D'accord. Voilà. Alors quel est votre mot pour vous qui aujourd'hui assistez des cas comme celui de notre invité, M. Cobon, Justin, quel est votre mot, votre conseil aux fonctionnaires qui se retrouvent dans ce type de situation? Bien, à tous les fonctionnaires qui sont surendettés, je dis, venez, l'ONG EFAD Côte d'Ivoire est l'antithèse des usuriers. Aux fonctionnaires qui ne sont pas encore endettés. Voilà, quand on a des dettes et qu'on ne sait pas vers qui se tourner pour... on a des problèmes qu'on ne sait pas vers qui se tourner pour avoir de l'argent. Nous les aidons à régler ce problème-là. Et justement, nous avons créé cette organisation pour que nous nous mettions ensemble, afin que si un d'entre nous a des problèmes, nous puissions l'aider par la chaîne de solidarité que nous créons. Et c'est parce que nos membres sont aujourd'hui surendettés auprès des Magouillas, qui est un système illégal. Vous avez cité la loi tout à l'heure, je vous remercie. Mais c'est parce que l'État qui a le devoir de prendre en charge la qualité de vie des citoyens. L'État fait ce qu'il peut. Que l'ONG est décidée donc, à lutter. Il y a une chose, monsieur. L'État ne vous envoie pas. L'État... On comprend votre choc. Mais... Monsieur quoi, ce n'est pas l'État qui vous envoie vers les usuriers. Donc, laissez l'État dans son... Elle a interdit la pratique usurière en Côte d'Ivoire. Oui, c'est un peu comme si on dit le vol interdit, mais il y a des voleurs. L'État fait ce qu'il peut. Donc voilà, maintenant, ce que je voudrais ajouter, on va aller écouter notre cher doyen, qui lui aussi observe cette situation de très près. Et voilà. Et revenir pour terminer ensemble ici. Kassi Kouadio, c'est la minute du doyen. Pour une fois, je vais devoir lire ma réflexion parce que je l'ai rédigée rapidement. Je sais que tout peut se justifier. Tout se justifie. Mais moi, je vais faire une analyse de façon générale. L'économiquement pauvre est souvent perçu
comme celui qui ne parvient pas à satisfaire les 4 besoins de base: se nourrir, se loger, se vêtir et se soigner. Cette incapacité à l'analyse ne semble pas relever uniquement du bas niveau de salaire, mais bien plus de la mentalité du salarié. Ce pauvre salarié pêche souvent par orgueil en voulant vivre au-dessus de ses moyens. C'est de la convoitise. Ce pauvre salarié peut pécher aussi par paresse en s'endettant pour se nourrir, au lieu d'investir pour relever le niveau de son revenu, etc. En fait, il me semble que la pauvreté est dans le pauvre. Le plus important n'est donc pas ce qu'on a, mais bien plus ce qu'on est. Soyons humbles, vrais, sérieux, travailleurs et réalistes. On peut toucher 3 millions par mois et vivre pauvrement. La pauvreté comme la richesse sont donc très relatives. C'est une simple question de gestion de la vie. Attention, je vous remercie. C'était le doyen Kassi. Merci beaucoup à vous, monsieur Nguessan-Kwa. Bon vent aussi à votre ONG. Merci beaucoup. Franchement, bon courage à tous les fonctionnaires qui se retrouvent dans cette situation de la part de toute l'équipe C'est Midi. Nous n'avons pas la prétention d'épuiser le sujet en une seule émission. Nous faisons ce que nous pouvons. Et aussi encore beaucoup de courage à vous, monsieur Cobon, Justin. Voilà, je pense que votre situation est en train de s'améliorer progressivement depuis que vous avez retrouvé cette ONG. N'hésitez pas, prenez toujours des conseils et vous trouverez finalement l'issue. Voilà, c'est ici que s'achève notre entretien avec vous. Messieurs, merci beaucoup d'être passés sur le terrain. Merci. Voilà, nous allons retrouver très rapidement.